on peut y aller. Ouais. Allô, oui. Tout le monde m'entend. Merci à toutes et à tous d'être là pour Bonjour. ce dialogue autour de la série Abyss. Avant de vous expliquer comment va se passer, on va passer 1 heure ensemble, mais je vais d'abord présenter mes comparses pour ce dialogue. D'abord, voilà, mon acolyte de Spoilers, parce que vous ne le savez pas encore, mais vous êtes dans l'émission Spoilers actuellement. Ouais. Et pour cause, je suis avec Guillaume. Comment ça va, Guillaume ? Bah ça va, écoute, je suis super content d'être là Oui. au sein de Court-Métrange pour cette nouvelle édition. Voilà, Ouais, trop bien. étrange. Voilà, on est là tous les ans. On est de la partie. On est ça quelque nous fait- part sur le programme Voilà. à chaque fois. Avant, Oui, même Spoilers, on faisait partie de. Au moins un spectateur, on était là. c'est ça. Et nous avons des invités de marque. Qui dit Court-Métrange dit bien entendu Cyrielle Dosière. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Comment tu vas, Cyrielle ? Eh ben, je vais bien, merci de nous inviter à Spoiler sur Court-Métrange. Mais merci à vous vraiment Oui, c'est de nous permettre de faire partie de cette édition. Également Steven Pravong qui est avec nous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et moi, je suis très content d'être avec vous. Hier soir, c'était l'inauguration et je suis encore vivant. Oui, C'était pas gagné, hein. Nous sommes on a eu debout. peur. Du coup, si vous ne le savez pas, Spoilers, c'est une équipe, donc notamment Guillaume. Moi, je ne me suis pas présenté, je suis CHP, co-présentateur de l'émission Spoilers, qui est un podcast qui parle de séries science-fiction et fantastique. Voilà, pour vous expliquer, n'hésitez pas à aller checker tout ça sur vos applis de podcast préférés. Et aujourd'hui, eh bien justement, on va parler d'une série qui a le bon goût d'être une série fantastique, une série SF aussi, et une série européenne. Autant vous dire que... Est-ce que c'est pas une première, Wow. Guillaume, dans Spoilers ? Ah, je pense effectivement qu'on n'a pas souvent dû traiter de séries européennes ou francophones et quand on Ouais. l'a fait, malheureusement, on a Ouais. été un petit peu salé. Et hélas, alors c'est pas faute Briac qu'on salue, qui nous regarde Oui. de là-haut. Briac qui est Surtout lui. féru, il nous tame. Ah, il adore ça. On veut des séries françaises dans Spoilers et on lui dit calme-toi, on attend la bonne occasion. Et bien la bonne occasion, c'est Abyss, la série qui va nous intéresser aujourd'hui. Abyss, c'est en plein dans le thème de cette édition de Court-Métrange qui est l'eau, tout simplement. Cyrielle, j'ai envie de te poser une question très simple pour commencer. Pourquoi Abyss pour cette édition de Court-Métrange ? Eh bien, tu l'as un peu évoqué en fait. C'est vrai que quand on a, et nous au sein de Court-Métrange, évidemment, on fait une veille, on suit l'actualité des sorties audiovisuelles, cinéma ou séries fantastiques, étranges ou insolites. Et c'est vrai quand on a vu Abyss débarquer, on s'est dit tiens, une série française, une série, enfin européenne, série européenne et plus On va en parce que le reparler, Japon est dans la production aussi, mais on en reparlera. Une série européenne une série fantastique. Une série sur notre thématique, évidemment, ça tombait bien. Et ça nous a intrigués. On a eu envie d'aller creuser, d'aller interroger, d'aller titiller, gratouiller cette série-là pour essayer de comprendre comment, en Europe, on arrive à faire du fantastique dans l'audiovisuel. Ce qui est aussi notre interrogation dans le cinéma diffusé en salle, puisque c'est notre cœur de travail. Mais dans la série, il y a quand même beaucoup de choses à les interroger. Oui. Donc on s'est dit, parlons-en et parlons-en avec vous. Oui. Et c'est pour ça, moi, à titre perso, c'est pour ça que je trouve que c'est une série qui fait vraiment sens, parce que Court-Métrange, ce serait idiot de réduire Court-Métrange à Festival international du court-métrage. Non, les thèmes qui sont développés, les films courts que vous voyez chez Court-Métrange, c'est de la SF, c'est du fantastique, mais qui vous questionne. C'est aussi, Steven, par exemple, c'est ça qui a fait écho à ton festival quand tu regardais Abyss ? Eh bien, oui. Enfin, attends, excuse-moi. Quelle est la question précisément ? Est-ce que justement les thèmes, le gratouillage, le fond D'accord. de Abyss, sans mauvais jeu de mots, il y aura peut-être des jeux de mots affreux sur le Certainement. thème de l'eau et des fonds marins. Je vous préviens. Non mais c'est dit maintenant, comme ça tout le monde est à l'aise. Est-ce que justement c'est ce fond qui a fait écho à Court-Métrange justement, au-delà Oui. de juste Court-Métrange, on parle de l'eau, donc Abyss. Oui, tout à fait. C'est qu'effectivement, il y avait le thème terriblement aquatique qui nous intéressait bien évidemment, mais qui nous renvoyait quand même à des formes d'enjeux non fictionnels aussi. Et on sentait bien qu'il y avait une vraie sincérité dans le projet de traiter l'eau, des affaires délicates concernant notre devenir. Bon, bref, toutes sortes de thèmes et de sous-thèmes qui étaient matière quand même à réflexion, ce qui faisait qu'on n'avait pas affaire, effectivement, comme tu le disais, à un objet très purement cinématographique, enthousiaste, SF ou autre. Il y avait une forme de réflexion quand même qui en était à l'origine, et aussi un livre
un livre qui, semble-t-il, a recueilli un certain succès dont vous parlerez peut-être. Exactement, on va en parler. J'ai une question. Je vais demander à Guillaume de vous faire un petit résumé, mais avant tout, question, vous allez devoir faire quelque chose de très compliqué, c'est lever la main si vous êtes concerné. Est-ce que vous avez vu la série Abyss, vous qui êtes parmi nous? On lève la main si on a vu Abyss. Pas moins de 4 personnes, tenez-vous bien. Même au fond là-bas, est-ce que vous avez vu Abyss, la série Ah, il y en a un, deux, ah, il y en a deux. Oh là là, mais il s'arrête plus. Les 400 personnes face à nous sont en train de tous lever la main, c'est incroyable. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas vu Abyss, on va spoiler. Voilà, on va vous spoiler la série, que ce soit dit, mais ça ne vous empêchera pas d'y trouver de l'intérêt pour la regarder. Elle est, on le place, c'est évidemment, c'est une coproduction française, on va y revenir, mais c'est sur France Télé et c'est gratuit. Voilà. Donc déjà un très bon argument pour découvrir Abyss. Et si vous voulez savoir un court synopsis résumé, Guillaume va vous donner ça. C'est ça, effectivement. Alors attention, vous allez trouver dans ce synopsis des choses qui sont absolument étrangères à notre monde dans lequel on vit. C'est faux, c'est totalement réaliste, malheureusement. Abyss, on prend en fait pied dans un monde dans lequel il commence à y avoir des éléments issus des fonds marins, des orques ici, des crabes de là, des homards qui à un moment donné se retournent contre des êtres humains, à cause, on le soupçonne, de dérèglements climatiques. Et on va suivre en fait toute une bande de scientifiques tout autour de la Terre qui évidemment petit à petit vont se regrouper dans l'étude de ce phénomène qui est assez incroyable puisque justement multifactoriel et encore une fois visible aussi bien au Canada qu'en France qu'au Japon. Et donc tout le monde se demande un peu mais qu'est-ce qui se passe? Et surtout les industriels commencent à se dire oh là mais si la mer c'est dangereux, on va commencer à y être de notre poche et du coup c'est pas très cool. Et donc il y a tout un tas de thématiques justement écologiques, industrielles, scientifiques qui sont traitées dans cette série. Et le point de départ, c'est un petit peu cette recherche finalement, cette enquête, puisque c'est en quelque sorte un thriller, un techno-thriller, on pourrait dire, sur la découverte de qu'est-ce qui peut bien justement changer les fonds marins et comment l'homme va y réagir, quoi. Exactement, merci Guillaume. Ça commençait mal, hein. J'ai lu dans tes yeux une petite... Ah bah attends, ça partait en homard, ça partait il y a une scène quand même assez mythique. Il va nous faire tous les fonds marins, il va nous faire la grande barrière de corail, ça va être un délire. Non, c'était un bon résumé. C'était top, c'était top. Abyss, c'est l'adaptation d'un roman déjà, un roman allemand de Frank Schatzing. En VO s'appelle Der Schwarm, qu'on peut traduire par l'essaim. On peut comprendre aisément que ça aurait été un nom un peu compliqué à développer en France, donc ça s'appelle Abyss. C'est un roman qui a été publié en 2004 et qui effectivement a connu un immense succès. On parle de 4 à 5 millions d'exemplaires vendus pour ce livre de Frank Schatzing, qui a participé à cette adaptation justement, parce que ça a quand même 20 ans et on s'en rend pas forcément compte, mais le sujet de l'écologie a énormément évolué en 20 ans. Hein. Moi-même, j'étais tout minot en 2004, et c'était un truc dont on parlait, mais c'était pas un... Est-ce qu'on pouvait déjà parler d'enjeux à l'époque? Moi, j'ai pas les souvenirs que c'était un truc aussi présent qu'aujourd'hui. Et justement, Frank Schatzing avait eu à cœur de moderniser son roman, et pour le coup, ça, c'est plutôt réussi. Et un aspect qui nous intéresse énormément du coup dans cette production, qui la rend assez atypique, c'est justement ce côté coproduction, Guillaume. Oui, effectivement, c'est une série qui, sur le papier, on l'a un petit peu évoqué au début, est coproduite à l'échelle européenne, mais même au-delà, au final, hein, c'est une série assez internationale, puisque effectivement, on retrouve le Canada et le Japon aussi, mais on a donc cette pluralité dans la coproduction qui se voit à l'écran, puisqu'on est quand même sur un budget qui est relativement confortable pour la série. 40 millions la saison, et pour info, c'est la série allemande la plus chère ever. C'est ça. Voilà. Alors en France, je ne saurais pas trop dire le budget moyen d'un HPI ou d'un voilà. C'est moins que ça. C'est moins que ça. Ouais. C'est quand même beaucoup moins que ça. On se rend pas forcément compte. J'oserais même pas comparer au budget Netflixien, par exemple. Mais voilà, on est plus sur du 20 millions. Ils ont mis 4 ans à réunir les sous, à travailler ensemble. Le développement était très long. Enfin, c'est une grosse entreprise qui a été lancée. C'est souvent comme ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a plein de pays, parce que du coup, ça part d'un projet allemand. Ah, mais si on mettait les Français, ils mettront quelques millions, etc., etc. Allant jusqu'au Japon justement, et je crois que même pour l'info, le Japon, il y a Mifune qui est l'entreprise dans Abyss. Je crois, je n'ai pas réussi à le sourcer, je vous avoue, que ça a été rajouté parce que le Japon est à la production, donc on va rajouter un peu. Vous avez lu le bouquin d'ailleurs? Je vous ai même pas demandé, non? Non, moi je l'ai pas lu. Par contre, je voulais signaler qu'il était sur le stand de la librairie à l'Astrolabe, qui est juste devant nous là-bas. La vie est bien faite. Jetez-vous dessus. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter.
Mais du coup, voilà, c'est quand même un aspect hyper intéressant de cette série, le côté coproduction, un processus de production internationale qui se ressent, je trouve, encore une fois, on parlera de nos avis sur cette série un peu plus tard, mais c'est pas forcément une première non plus sur ce côté coproduction Made in France. Oui, bah, de toute façon, Made in Europe, pardon. on voit qu'aujourd'hui, pour produire des séries qui peuvent rivaliser avec les séries comme on peut les voir aujourd'hui à la télé ou sur nos plateformes, qui sont bien souvent des séries anglo-saxonnes et des séries américaines en particulier, il faut des moyens, puisque aujourd'hui, à l'image, en termes d'effets spéciaux, en termes de qualité, en termes aussi d'acteurs, hein, les acteurs, quand ils viennent du cinéma, parfois, ils coûtent un petit peu cher. On a besoin de plus de moyens qu'aujourd'hui, notre système de financement, qui est très bien, mais qui n'est pas forcément a toujours la réserve justement pour la télévision. Et ce qui est intéressant, je trouve, en plus, c'est que c'est totalement dans le propos de la série, puisqu'on a un casting qui est lui aussi international. Tout à fait. Et avec des acteurs qui viennent donc des pays, puisque comme je l'ai cité au début, on est vraiment sur une enquête qui se passe à l'international, et on va aller chercher vraiment l'actrice française, l'acteur québécois, l'actrice allemande, etc., pour donner du sens à justement la langue, en fait. Moi, c'est aussi ça qui m'a plu. C'est justement le fait que ce soit un vrai casting. C'est-à-dire que c'est pas comme les Américains qui, quand ils veulent faire jouer des Français, vont aller nous chercher un Québécois avec un accent à couper au couteau. Vous avez tous sûrement déjà entendu ça dans une série sur Netflix. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Donc tu as dit, alors je sais pas à qui tu pensais pour actrice française, parce que Cécile de France est belge. Ah oui, c'est vrai. Désolé, Déjà, elle a tellement tourné en France que tu vas nous laisser directement. Au revoir. Non, Cécile Cécile de France. Non mais beaucoup font la confusion et beaucoup pensent que c'est français parce qu'il y a Cécile de France à l'intérieur. Non, donc Cécile de France, une actrice doublement césarisée en 2003 et 2006, qui a joué aussi déjà à l'international dans la série de Paolo Sorrentino, The Young et The New Pope, que je n'ai pas vu, mais dont on m'a dit énormément de bien, mais qui a déjà une carrière internationale. Léonie Bézek, qui est allemande, qui a joué dans The Crown, dans Babylone Berlin aussi, une série qui a pour le coup des rares séries, on va pas se mentir, allemandes qui ont pu arriver dans nos frontières. Alexander Karim, acteur suédois, qui a joué dans La Rue du Temps, dont on a parlé, Guillaume. Oui, c'est un tout petit rôle, effectivement. Oui, je vais embêter personne avec cette série. Regardez-la en ce moment, c'est la saison 2. Ne m'embête pas moi déjà, tu connais mon amour pour cette série. Je suis censuré. Non, mais voilà, en tout cas, par contre, j'en connais un qu'on adore chez Spoilers. Si vous écoutez Spoilers, vous nous avez forcément entendu parler de Dark. Je crois, voilà, on voit des acquiescements. Qui a vu Dark ici ? Voilà, que des gens bien. Ils ont levé la main tout de suite. Ne changez rien, vous êtes au top. Il y a Oliver Masucci, très peu allemand, on va pas se mentir à l'oreille, qui est italo-allemand, qui jouait Ulrich Nielsen dans Dark, donc presque le personnage principal au départ, qu'on adore et qu'on a vu récemment dans Les Animaux Fantastiques 3. Voilà, je vais pas vous faire tout le casting, mais il y a un Allemand, on dirait le début d'une mauvaise blague, mais voilà, c'est international. Un Allemand, un Japonais, une Belge. Japonais, il y a tout ce qu'il faut. Ils sont dans un bateau. Ouais. Quoi de plus sensé qu'une série internationale pour un festival international du court-métrage? C'est un truc qui vous a convaincu, j'imagine, d'avoir cette pluralité. Parce qu'on est sur, par exemple, sur cette édition, on est sur encore plus de pays que ça représentés, j'imagine. Oui, on en représente 29. 29, en pas compétition internationale cette année, dans les courts-métrages qui sont projetés. D'ailleurs, en ce moment, les séances sont en cours. De nouvelles séances ce soir, 19h et 21h30, et ainsi de suite jusqu'à dimanche. Voilà, 29 pays avec des cours fantastiques, étranges et insolites. Et cette série, elle a effectivement cet aspect étrange et insolite qui nous intéressait. Et évidemment, ce casting, cette production internationale a du sens pour nous. Ça a du sens. Alors, si vous ne l'avez pas vu, que vous comptez la voir, regardez-la en version originale si vous le pouvez. Au grand Dieu, oui. Ouais, j'ai découvert tard que c'était aussi dans d'autres langues. Alors, la VF, ne la tentez pas. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Les personnages parlent diverses langues et ça a du sens dans cette série. Ça a du sens sur le développement scénaristique. Ce serait un peu dommage de la regarder en français. Complètement. Très bien. Eh bien, écoutez, il est l'heure de faire un petit tour de table. D'en parler vraiment. Voilà, il est l'heure de donner votre avis. Je ne vais pas commencer par donner mon avis. J'ai envie de lancer mon ami Guillaume. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 8 épisodes, on ne l'a pas dit, 8 épisodes d'environ 40, 45, 50 minutes. Effectivement, donc 8 épisodes et donc une série qui prend son temps. Moi, j'ai été assez convaincu par la série d'un point de vue formel déjà, pour commencer, parce que je trouve que quand on regarde la série, c'est un peu ce qui nous parle au premier abord. La photo est vraiment sympa, très naturelle. Parce qu'en plus, comme on voyage, on
a vraiment aussi, et évidemment ce rapport aux océans et à la nature fait qu'on est vraiment sur aussi un rapport dans le cadre et dans la couleur qui met bien en avant ces paysages-là, avec des visions, enfin des vues aériennes, des vues zénithales, etc. Bref, une réalisation qui est intéressante et une série qui prend son temps. Alors parfois ça peut être jugé comme un défaut effectivement parce qu'on a tendance à faire un peu de remplissage. Ici c'est vrai qu'il faut attendre un petit peu la fin de la série pour une mini-série d'ailleurs, autant le dire tout de suite, il n'y aura pas de suite, c'est vraiment l'adaptation du livre. Tu fais bien de le préciser. Enfin, il pourrait y en avoir, mais en tout cas elle n'est pas prévue aujourd'hui. Où on a vraiment un développement des personnages avant d'avoir un développement de l'histoire en elle-même. C'est-à-dire on est presque dans une série à la Damon Lindelof, type The Leftovers par exemple, si vous connaissez, où dans le développement des personnages... Tout doux. Non mais pour dire qu'effectivement on va presque avoir cette série où on va avoir un épisode par personnage et on va développer chacun de ces personnages avant d'avoir cette grande réunion à la fin. Ça c'est un premier point. Et le deuxième point qui m'a aussi plu, parce que ça peut être très casse-gueule, c'est l'aspect très scientifique de la série. On est presque sur ce qu'on peut appeler de la hard SF, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de totalement fantasmagorique, mais en même temps tout part d'une constatation scientifique. Les personnages principaux sont des scientifiques, et apparemment les scientifiques comme vous les imaginez, c'est-à-dire qu'ils vont prendre leur petite boîte de pétri, ils vont faire leurs petites expériences, ils vont regarder dans un microscope. On est vraiment sur ce genre de truc. Jules Verne quoi. Vraiment, c'est ça. Et on va explorer les fonds marins. Mais et pourtant, ils arrivent à rendre ça relativement passionnant justement avec le côté éclectique du casting, quoi. Voilà un peu. Pas mal. Hein, j'ai pas mal réussi à regarder Abyss, c'est bien. J'ai pas trop spoilé, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, voilà la série. Et puis bon, le message évidemment, mais ça, c'est presque. Je sais pas si on l'a dit, hein, mais enfin, si vous l'avez compris depuis le début, c'est un message qui est profondément écologique, évidemment. C'est une réflexion sur notre rapport à la nature, sur la manière dont aujourd'hui l'homme est dans la méconnaissance totale de la manière dont on interagit avec la nature et dans les faits qu'il va falloir aujourd'hui mieux comprendre, à nos risques et périls aussi. Mais on est aussi sur ce message-là qui est forcément très d'actualité, quoi. Oui, la confiance qu'on accorde à la nature et pourtant on lui fait passer un sale quart d'heure depuis bien longtemps. Steven, bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous pensé, Steven J'aime la manière dont vous vous adressez à moi, comme si je devais me réveiller soudainement. Non, pas du tout. On a précisé qu'hier, c'était l'inauguration de la... Et je suis toujours vivant. Oui. Que dire ? Alors, c'est délicat. Je dirais que le pari, il n'est qu'à moitié remporté. Véritablement, il y a une forme de 50-50 par rapport à l'appréciation que moi j'ai retirée du film, en fait. De la série, pardon, excusez-moi, oui. Confusion. Déjà, je pense que sur la question strictement de l'ensemble des personnages, c'est un petit peu le défaut qui est propre de toute façon à une série un peu chorale. Effectivement, on examine avec beaucoup d'attention les destins des différents personnages qui, bien évidemment, à un moment donné ou un autre, vont finir par converger. Il y a un petit défaut peut-être dans le traitement de ces personnages, en dépit du fait qu'on essaie on tente d'explorer un petit peu leur intimité à travers des histoires familiales ou amoureuses qui sont, selon moi, pas très passionnantes. Ça pose problème parce qu'évidemment, le phénomène d'empathie ou d'identification n'est qu'à moitié présent, quoi. On n'a pas une affection extraordinaire pour ces personnages, à l'exception peut-être du personnage incarné par Alexander. Il y a Charlie, effectivement, l'actrice d'origine allemande. Hein, oui, Alexander Karim. Voilà. Sigour, voilà. Ouais. Et puis Johansson, donc le scientifique qui emmène un petit peu toute cette troupe. En fait, qui va leader un peu l'équipe. Donc ça c'est le défaut. Il y a un problème de traitement. Pas des personnages, disons que sans faire non plus de jeu de mots, on est un petit peu en termes de surface en ce qui concerne le traitement des personnages. J'ai pas résisté, mais en même temps, je pense que ça correspond bien, selon moi. Ça me paraît être une critique relativement fondée. Après, c'est vrai que sur le traitement photographique, je te rejoins. Il y a quelque chose de beau et d'efficace. Alors, selon moi, il y a quelques effets carte postale dont je me serais volontiers passé. Oui. Effectivement, peut-être un petit abus peut-être de plans réalisés au drone qui nous installent à chaque fois dans les différentes géographies. Ça pourrait être de nature un peu à m'agacer. En fait, il y a un rapport un peu distant. Sur le plan émotionnel, globalement, même par rapport au sujet, il y a un problème de distance permanente. Une espèce d'austérité un peu européenne
si je puis dire, qui nous empêche d'adhérer pleinement en fait à ce qui nous est proposé. C'est ça qui nous retient, qui nous entrave un petit peu, qui empêche notre adhésion complète au sujet. Il y a quelque chose, il y a une proposition qui est intéressante, ça repose effectivement sur un scénario qui a de la consistance, il y a effectivement un propos scientifique qui apparaît extrêmement crédible. Moi, je ne suis pas scientifique, mais j'ai l'impression qu'au moins on ne me prend pas pour un imbécile, c'est déjà beaucoup. Des personnages qui pourraient être un peu plus attachants, et voilà, bon, je vais peut-être m'arrêter là momentanément. C'est pour ça que je dis que il y a le pari n'est qu'à moitié remporté. Voilà. Mais néanmoins, je dirais que j'ai commencé un peu à vibrer, j'ai commencé à ressentir quelque chose, effectivement, sur les 2 derniers épisodes. Et le dernier, finalement, m'a intrigué suffisamment pour me donner envie potentiellement de voir un autre volet. Voilà, un prolongement à cette série. Bon, je me tais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le côté. Le pari est à moitié remporté parce que ce serait un peu mentir de dire que c'est un chef-d'œuvre audiovisuel. C'est pas vraiment le cas. Cela dit, je conseillerais de voir cette série quand même de toute façon. J'encouragerais fortement à la regarder pour plusieurs raisons. Parce que c'est un très bel exemple quand même de ce qu'on est en train d'essayer de produire en Europe, de ce sur quoi on est en train de réfléchir dans l'audiovisuel en Europe, sur la façon dont on cherche un territoire. Sur la production sérielle, où se positionner, notamment avec la France, l'Allemagne et l'Italie, qui sont quand même nos copains de production directs depuis un petit moment, et que Abyss fait partie de ces réussites sur ce tâtonnage qu'on a depuis quelque temps à essayer de produire quelque chose qui arrive à concurrencer la production anglo-saxonne. Et ce n'est pas que je vais être chauvine à 100%, c'est juste qu'effectivement, il serait temps que l'Europe trouve aussi son style, sa façon de produire, sa façon d'écrire et sa façon de développer des personnages pour concurrencer les productions anglo-saxonnes que je consomme beaucoup et que j'aime beaucoup. Cela n'est pas la question, mais on a le droit d'exister sur ce terrain aussi. Et il est temps qu'on y arrive. Donc je pense qu'Abyss est un début de bon exemple, même un très bon début de bon exemple sur ce type d'approche et sur l'importance du déploiement de ces productions dans les prochaines années. Moi, j'ai été très convaincue par les aspects carte postale. Je te rejoins avec cette catégorisation-là. Effectivement, ça fait effet carte postale. Mais alors, ce qu'on appelle l'effet carte postale, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, c'est qu'effectivement il y a des très belles images de drones qui survolent les côtes un peu partout dans le monde, au Japon, en Écosse, au Nigeria, etc., et qui montrent comme ça des plans extraordinaires de côtes du monde entier avec l'eau qui vient s'engouffrer sur les plages, etc. Côté office du tourisme, quoi. Ça fait un peu office du tourisme, ça fait un peu une pub pour les assurances, ça fait un peu ce genre de choses. Mais dans le propos de la série, dans la façon dont ils ont décidé d'acter une première partie très contemplative et effectivement très lente au démarrage, ces plans viennent en fait rythmer la réalisation et viennent en fait nous donner ce petit goût, ce petit positionnement. Alors, je pourrais comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec toi, mais avec ça, mais qui vient dire voilà de quoi on va vous parler. En fait, on va vous parler de ces paysages aussi. En fait, on va venir appuyer ce propos écologique qu'on a. Alors, c'est un peu surfait en termes pédagogiques, mais c'est quand même une approche pédagogique. Voici nos plages, voici l'océan, voici ce qu'on en fait. Je pense que ça sert le propos et je pense que ça permet de développer une esthétique qui vient flirter avec l'esthétique anglo-saxonne. C'est peut-être là où c'est pas complètement réussi, parce qu'on pourrait développer notre propre esthétique à nous sans faire ces plans au drone extraordinaires. Mais dans la catégorie National Geography, c'est quand même très joli. Cela dit, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la série n'oublie pas non plus d'être spectaculaire quand il faut. Il y a quand même des moments, au fur et à mesure où la menace va prendre de l'ampleur, où on va avoir des scènes qui sont relativement impressionnantes pour une série dont on pourrait se dire sur les premiers épisodes, ok, on va être dans des bureaux, on va être dans des endroits un petit peu clos, on comprend un peu, on va dire que le manque de moyens se traduit par des scènes un petit peu comme ça fermées, et des moments où on va avoir quand même ce entre guillemets, ce sense of wonder, c'est-à-dire vraiment ce sentiment tout d'un coup de voir quelque chose d'incroyable qui se passe sous nos
nos yeux, souvent dans le début d'un épisode d'ailleurs, pour un peu comme ça nous hameçonner. Oui, encore une. Et j'ai trouvé ça assez quand même aussi intéressant de se dire, oui d'accord, ils ont aussi quand même mis le moyen dans autre chose, enfin dans ce truc-là aussi qu'on attend aujourd'hui d'une série un petit peu blockbuster, c'est-à-dire une série qui visuellement quand même va nous montrer des choses voilà, qui sont dignes aussi de ce qu'on peut voir sur des grosses productions au cinéma ou sur des grandes chaînes, quoi. Non, mais si je me permets de réagir par rapport Allez-y. aux commentaires que tu viens de faire, effectivement, il y a indéniablement une très belle acquisition d'une grammaire du langage filmé et qui emprunte un peu à droite, à gauche, dans tous les rayons de ce qui peut exister dans ce genre cinématographique-là. Et c'est bien assimilé. Ça veut dire que je suis d'accord avec toi, il n'y a pas une forme de régurgitation grossière de ce qui est produit outre-Atlantique, par exemple. Il y a quand même, mine de rien, une forme de petite signature un peu européenne, finalement. Elle est presque indéfinissable cette signature, mais effectivement elle existe. Quand tu vois la série, tu te dis ah oui, ça ressemble à quand même, il y a un truc quoi, effectivement. Oui, tu as raison. Ça échappe un peu à une définition claire, mais je pense qu'avec un œil un peu averti comme le nôtre ou comme les personnes qui nous écoutent en ce moment, je pense que le réflexe il parviendrait à identifier en quelques plans si on a affaire ou non à une série européenne ou une série ricaine. Aïe aïe aïe. Alors, Aïe aïe aïe. non, mais moi, je suis d'accord avec à peu près tout ce que vous avez dit. C'est juste que moi, ce qui par-dessus le marché, ce qui me, comment dire ça avec des mots gentils, ce dont j'ai assez soupé, c'est l'indulgence qu'on a pour ça. C'est-à-dire que oui, ok, ça ne ressemble pas aux séries américaines, oui, mais ça n'a pas d'identité. Comme on veut plaire au public allemand, en plus du public italien, en plus du public belge, en plus du public français, esthétiquement, il n'y a rien. Et c'est d'autant plus énervant quand on voit des scènes, effectivement, la fin de cet épisode, si je crois avec le tsunami, j'étais presque spoiler. énervé, je me suis dit, Ah, bon, on a prévenu, hein, c'est le nom de l'émission. Non mais je veux dire, moi j'ai vu cet épisode, je fais bah oui, c'était ça qu'il fallait faire, exactement. Et c'est que du hors-champ, le tsunami, hein. C'est 3 plans d'une grande vague. Et non mais, je veux dire, moi je vais faire un comparatif avec une série. Je suis à peu près sûr qu'on a des fans ici dans cette salle. Une série qui est devenue un film. Cette série, c'est de la SF, c'est du fantastique. Ça parle de voyage dans le temps. Ça parle d'écologie. Dans le film, cette série, c'est Le Visiteur du futur. Tu te rends compte de la créativité et de l'identité esthétique, formelle d'une série qui a été faite. Alors, les premières saisons, je crois que c'est saison 3 ou 4 où ils ont commencé à avoir quelques sous dans Kama pour derrière. Mais il y avait pas un copec à la production et tu as vu ce qu'ils ont réussi à faire. Là, on te met 40 millions, mais les épisodes sont d'une fadeur. Visuellement, c'est vraiment terrible. Et il y a quelques scènes. Rappelez-vous ce couple sur la plage qui s'embrasse avec les crabes. Oui, ok, ça c'est pas mal. Mais c'est une scène par épisode et tu sens qu'ils ont prévu la moitié du budget pour les 2 derniers épisodes qu'ils ont tournés dans le plus grand parc aquatique de Belgique, blablabla. Non mais d'accord, mais vous avez concentré dans les 2 derniers épisodes ce qu'il fallait disséminer tout le reste du temps. Alors oui, dans la forme, il y a des choses intéressantes. Je sais pas, par exemple, les personnages, au fur et à mesure, se rapprochent les uns des autres. Dans la forme, on se rapproche au plus des océans. L'épisode 1, c'est sur la plage. Ensuite, il y a un épisode qui se passe dans la mer. Après, c'est sous la mer. On divague. Après, on finit vraiment au fond du fond. Et on revient à la surface à la toute fin. Oui, mais ça fait très... Moi, j'ai l'impression d'être à l'ESRA, j'ai l'impression d'être à la Fémis. Film de fin d'année, ah oui, il a bien appris ses leçons, il a bien appris de ses pairs, mais il n'a rien cherché à faire de lui-même. Et la preuve, c'est que, t'as vu tout ce qu'on a dit, on a dit le casting, on a dit même la production, on a tout dit. On ne sait pas qui a réalisé cette série. Qui c'est qui a réalisé la série? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Il y a plusieurs réalisateurs. Ouais, c'est le problème, à mon avis. Il y a encore une fois la blague. Il y a un Allemand, il y a un Français, il y a un Japonais qui rentrent dans une série, qui vont dans un sous-marin, machin. Et c'est ça. Et ça fait que moi, je finis la série. Ok, les 2 derniers épisodes m'ont convaincu. Mais s'il faut 6 heures de ma vie pour arriver à 2 épisodes où vraiment je vais réfléchir, où vraiment je vais être interpellé, non. C'est compliqué pour aussi une série comme ça d'exister, je pense, d'un point de vue médiatique, on va dire. Pourtant, sur le papier, c'est une série qui pourrait assez bien communiquer. Hein, on le voit, les visuels sont efficaces. Pourtant, c'est aussi une série qui passe un peu sous le radar de beaucoup de gens. Et je te rejoins sur ce truc-là effectivement, et ce que tu disais, Steven, aussi, c'est qu'il y a une espèce de froideur qui se dégage et que je pense qu'ils ont eu aussi un petit peu du mal à communiquer sur ce truc et à savoir où placer ce petit grain de folie
folie justement qui Mhm. peut Peut-être qu'on donner les un a peu pas de la les- couleur. peut-être qu'on quoi. les a pas laissés faire. Hein. Ça, Peut-être. je dis pas. Moi, je te parle de la finalité. Hein. C'est juste Oui. ça. Et pardon, mais ce qui se vend le mieux à la télé, en tout cas en France, c'est les thrillers morbides avec les meurtres et les machins. Les gens ont l'impression que c'est les comédies qui se vendent le mieux. Non, c'est les films comiques qui se vendent le mieux pour la télé. Ce qui se vend le mieux en série, c'est les enquêtes, c'est des meurtres, les petits meurtres d'Agatha Christie et compagnie. Donc non, ils pouvaient aller encore plus dans le dégueu, dans le machin. Là, le year, donc la force des océans qui pousse les océans justement à se rebeller contre la Terre, ce qu'ils appellent le year, pas vous dire mieux, c'est trois loupiotes quoi. Il y a C'est trop un- loupiote. Le culot, quand t'enlèves 2 lettres au titre de cette série, que tu deviens un film de James Cameron, qu'il a fait il y a, je sais pas, 40 ans, 30 ans, tu vois, et il a tenté des trucs aussi, Cameron. Visuellement, si vous avez vu le film Abyss de James Cameron, c'est un délire visuellement. Et je suis pas certain qu'à l'époque, c'était un budget pharaonique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'aurais voulu une identité et j'aurais voulu un truc presque raté. Là, c'est pas raté, hein, cette série. Tu peux pas dire qu'elle est ratée, cette série. Elle veut parler d'écologie, elle veut parler des océans, elle veut parler des rapports humains. C'est rempli. Mais alors, on reste C'est en surface. un bel objet de production, quoi, on dirait. C'est-à-dire, on a eu le bouquin, on avait le casting, on a réussi à faire quelque chose effectivement de propre, mais il y a un petit peu, il y a un manque d'âme, je pense, on peut le résumer comme ça, en final, hein, dans la série. Après, bon, on peut peut-être quand même parler du fond, qui est quand même un truc qui est le fond, mais de la série, qui est quand même aussi important et qui, je sais pas ce que vous en avez pensé. Tu l'as dit un peu téléphoné, mais en même temps assez important aujourd'hui. On parle on peut citer le terme d'écofiction. On est clairement dans une série qui est dans un sous-genre qui s'appelle l'écofiction. Donc ce genre de fiction qui va soit mettre la nature en avant, soit mettre l'humain dans cette nature, soit mettre l'absence de nature. Par exemple, dans les années 70-80, il y a eu énormément de films post-apocalyptiques. Donc là, on était dans de l'écofiction, par exemple, par négation quelque part de la nature. Puis ensuite, les films de notamment Roland Emmerich ou autres, de catastrophes naturelles avec des volcans, des tornades et tout ça. Il y a un vrai aussi rapport à la nature comme force, comme antagoniste dans cette série. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé pour le coup, puisque en fait c'est ça un peu la série, c'est ce casting qui va lutter ou en tout cas comprendre une force inconnue qui est la force des océans et qui est aujourd'hui de manière très concrète aussi un espace qu'on connaît très mal en fait. Oui, bien entendu, oui, ça ne pouvait que nous intéresser. Alors, la manière dont on traite ce grand thème, cette grande question de l'humain, le trait d'union entre l'humain et la nature qui a été gommé et qui fait que la nature, à un moment donné ou un autre, est presque contrainte de se rebeller pour rappeler l'humanité à l'ordre. Ça, c'est effectivement quelque chose qui a été très, très largement exploré, ou par petites touches, ou parfois de manière complètement massive dans pas mal de productions. Tu faisais allusion à Abyss de James Cameron. Il y a des parallèles qu'on ne peut s'empêcher d'établir quand on regarde Abyss, mais même dans les enjeux dramatiques et dramaturgiques. Hein. Tu vois, on retrouve des personnages qui sont dans des situations qui sont finalement très similaires à ce qui va être vécu par toute l'équipe d'Abyss. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, non. Ah oui, si, bien sûr. Alors le principe le thème de l'écofiction, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis la nuit des temps. Et puis quand c'est pas... c'est parfois très directement que l'humain est comment dirais-je, responsable du mal qui va l'accabler, puisque à un moment donné, par exemple, il y avait un grand thème qui était celui de l'atome. L'atome, la bombe nucléaire, et ce qui en résultait, en fait, notamment Godzilla, qui finalement est une forme de création née de cela. Qui est cité très concrètement dans la série au tout début. On a vraiment cette espèce de clin d'œil, en effet, il y a ce rappel à Godzilla, clairement. Oui, tout à fait. Et puis, non, je vais peut-être laisser prolonger un petit peu le propos, Cyrielle. Dans la foulée des grandes menaces sur lesquelles l'humanité s'est interrogée ou est en train de s'interroger, effectivement, après le problème de l'atome, le problème de la robotique et de l'intelligence artificielle s'est positionné là. Des séries, des films sont sortis dans tous les sens pour interroger ces territoires-là. Là, j'en passe effectivement, pas faire un cours d'histoire du cinéma, mais là, on arrive à Abyss, c'est aussi le symptôme de préoccupations actuelles et qui permettent de multiplier la production audiovisuelle autour de ces questions.
bien ou mal, on peut en discuter pendant extrêmement longtemps. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on peut avoir, et notamment avec cette série, un sentiment de prétexte à venir, encore une fois, gratouiller des enjeux qui nous préoccupent tous aujourd'hui en sortant une grosse série avec un gros budget pour de la série européenne qui vient ressasser notre éco-anxiété et qui surfe sur cette vague-là. Ça, c'est version cynisme de pourquoi on a fait Abyss. L'autre version, on a une interrogation sur la sensibilisation à l'écologie aujourd'hui, à ce qui est en train d'être le grand combat de demain, etc. J'en passe, je ne vais pas faire un discours politique écologique, mais la question étant, l'audiovisuel vient évidemment se jeter sur les grandes interrogations de notre temps, et là, très clairement, c'est ultra bankable de parler d'écologie. Est-ce que la série le fait bien ? Sur certains aspects, c'est possible. Ça ne va pas si loin que ça, à mon sens. C'est-à-dire que s'il y a une véritable interrogation à avoir sur l'impact de l'humanité sur son environnement et sur la survie des autres espèces, la série ne fait qu'effleurer, on disait rester un peu en surface sur notre responsabilité par rapport à ça. Elle est sensibilisante probablement, quand même. Après, c'est quand même beaucoup une série catastrophe tout court, à mon sens. Alors, justement, je trouve un point qui est quand même... Attention, préparez-vous, je vais trouver une qualité. Je vous préviens. Non, parce que j'ai été dur juste avant, mais il y a quand même des qualités. Par exemple, un truc qui est très intelligent, parce que c'est très dur de parler d'écologie, mais de sensibiliser sans être chiant et sans être inintéressant, trop scientifique, etc. Il y a un truc qu'il faut remarquer dans la série, c'est qu'à peu près chaque fois qu'un objet marin, on va dire, il y a un homard ou un crabe, etc., c'est vraiment l'animal qui attaque l'humain directement. C'est toujours une attaque frontale, directe, et je trouve ça plus intelligent que de ces films. Tu parlais de Roland Emmerich. Je suis pas un très très grand fan de Roland Emmerich parce que c'est vraiment, on se dit oui, de toute façon c'était foutu dans leur truc, voilà, le happy end de la fin alors qu'il y a des milliards d'humains qui sont morts. Là c'est vraiment le homard qui crache sur le cuisinier, c'est les crabes qui viennent mordre les gens directement. Je me suis senti quand même beaucoup plus investi, enfin en tout cas concerné que ne peuvent l'être beaucoup d'autres fictions du même thème que j'ai vu. Oui, et puis je trouve qu'en plus en termes de réalisation, de la manière dont c'était montré, notamment tout le passage avec effectivement ce grand cuisinier français qui va préparer du homard, je veux dire dans l'imaginaire, c'est Ratatouille, c'est tous ces trucs où pour lèches les babines, tu vois, il y a un vrai rapport au fait d'avoir envie de voir des belles images de ça, et là ils arrivent à le tourner d'une manière film catastrophe justement, avec vraiment, on est angoissé dans cette séquence, on sait qu'il va y avoir quelque chose qui va mal se passer, on est presque à la place effectivement du crustacé, si j'ai envie de dire, où on voit le cuisinier comme effectivement quelqu'un qui va vraiment faire des trucs de sanguinaire, quoi, de psychopathe. C'est-à-dire que la manière dont il le découpe vivant et qu'il l'ébouillante ensuite et tout ça, voilà, c'est vraiment traité comme, c'est pas du tout la grande cuisine française, quoi. Et de la même manière pour les baleines, où au début il y a ces gens, ces touristes qui vont, vous savez comme on peut faire au Canada ou dans d'autres pays du monde, aller voir des baleines au loin, et c'est vraiment merveilleux, et voilà, les enfants et tout ça, c'est génial. Ben là, les baleines vont effectivement un petit peu moins accepter les choses, et il va se passer un drame, et je trouve ça intéressant de justement, quelque part on a le point de vue, on essaye en tout cas, peut-être avec des gros sabots, mais de nous montrer le point de vue des animaux par rapport à ces situations, ce qui n'est pas forcément toujours très le cas en fait, quoi, en série. Par le casting justement, et là tu parles des baleines, c'est Okinawa je crois qui s'appelle le personnage Alors c'est Leon, ouais, je sais plus son nom de famille effectivement, Okinawa, je crois. le scientifique de la réserve naturelle et lui c'est intéressant Canada, parce que lui en gros il explique qu'il est devenu scientifique parce qu'il adore les baleines, c'est son dada, chacun son truc, et il va t'expliquer ce que lui trouve fascinant dans les baleines. Je crois qu'il explique que quand elles tombent amoureuses, elles peuvent traverser des milliers de kilomètres d'océan pour retrouver le son qu'elles ont entendu d'une baleine précise, etc. Et bah ça pareil, très très bonne idée. C'est facile, moi j'adore les chiens. Bon, pourquoi est-ce que j'adore les chiens? Parce que c'est mignon et ça bouge la queue, c'est toujours content. Ça ne fait pas de moi un spécialiste, et je suis pas en train de vous dire il faut sauver les chiens sans raison. Non, mais c'est blague à part, c'est aussi pour ça. Je pense au personnage de Cécile de France aussi. Enfin, c'est des personnages qui sont investis d'une mission, mais parce que ça les touche eux personnellement, tu vois. Ça revient à ce que je disais. Steven? Oui, alors moi je voulais juste réagir par rapport à cette manière dont les créatures marines se rebellent, parce que finalement la question de leur conscience se pose quand même un peu, parce qu'elles sont toutes dirigées par cette entité, des fonds sous-marins, la dénommée YUR, qui est très 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 difficile à prononcer. Il y a autre chose, alors effectivement tu fais bien de mentionner la fameuse séquence de homard, elle va finir par devenir complètement mythique cette séquence à force de la parler, parce qu'il y a
à proprement parler, une véritable éjaculation du homard en pleine face. J'ai pas osé, Steven, j'ai pas osé. Mais on est un peu là-dessus. Pardon, une simple projection à l'issue d'une corporel. petite incision malheureuse. Bref. Mais il y a je pense qu'il y a autre chose qu'on peut porter au crédit de ce film quand même, c'est que... Série, vraiment. Série, putain, mais il n'y a rien à faire, excusez-moi. T'as dû le regarder en bingeant, c'est ça, non? Tu l'as regardé en une soirée, et du coup... Bah, on s'est quand même goinfré, Non, je l'ai pas regardé hier. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais non, mais c'est odieux. Bref, donc il y a complot contre moi. Donc autre chose qu'il faut porter au crédit de cette série, donc, c'est qu'effectivement, en termes de message, il nous rappelle quand même qu'il n'y a pas l'humanité d'un côté, la nature de l'autre. Il y a véritablement un tout qui nous relie les uns comme les autres, tous les êtres vivants avec la terre, la mer, l'eau, les océans et même l'espace. D'ailleurs, il y a une figure qui est bien là pour nous la rappeler dans la distribution. Et je trouve que ça, finalement, ça passe relativement bien, ce message. La délicatesse de ce message-là, en tout cas, elle s'infiltre bien dans nos esprits, je crois, à la vision de la série. J'ai une petite interrogation quand même sur ce tout unifié que la série souhaite porter, mais qui vient probablement du livre, j'avoue, je ne l'ai pas vu, mais il y a quand même une conscience unique qui vient se propager pour créer une série catastrophe humanité versus nature. Et c'est très anti-Descola, je suis désolée de le dire là, mais il y a cette notion qu'il y a nous et ensuite le reste est quand même un problème dans la sensibilisation écologique. Donc j'ai une petite ambiguïté, je suis d'accord avec ce que tu disais. T'es pas d'accord aussi. avec ce côté, on est ensemble. Je suis pas si sûre que ce soit suffisant, que ce soit vraiment bien porté. C'est un peu l'enjeu quand même de la saison, je trouve. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi dans le sens où effectivement on nous présente en tout cas au début clairement c'est des catastrophes et c'est l'humanité qui morfle, ça il y a pas de souci. Mais bon, on comprend aussi que quelque part, et là pour le coup c'est très gros sabot de dire oui c'est la nature qui se venge. Donc il y a le côté antagoniste des choses. On est un peu là-dedans. On est un peu là-dedans quand même. Non, justement, la série dit ça justement avec ses gros sabots et tout ça, et c'est le début de la série et tout ça, on trouve mais justement un peu tout l'enjeu de la fin de la saison, ça va être justement de se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on réagit comme à chaque fois que dans la fiction en tout cas et un peu dans la réalité, on rencontre un truc nouveau, qu'est-ce qu'on fait, on le tue direct, ou est-ce que justement on rentre en contact avec cette entité et justement la fin nous laisse supposer une espèce de porte ouverte vers de la symbiose en tout cas, avec peut-être justement, en fait je pense pas que c'est le côté contre, c'est le côté vous n'êtes pas l'humain aujourd'hui n'interagit pas avec la nature d'une manière justement équitable ou équilibrée ou égalitaire quoi. C'est ça j'ai l'impression que la série raconte et c'est ça qu'il faut prendre en compte à la fin de la série, de dire à partir de maintenant vous ne pouvez plus ignorer la nature existe et il faut en prendre tu vois, c'est comme ça, en prendre soin en tout cas. Moi, au moins il faut avoir un dialogue avec elle quoi. Moi j'aurais dit que justement oui c'est une attaque de la nature attaque délibérément, on dirait pas qu'il y a un méchant de James Bond qui caresse au début oui un on homard est sur le truc catastrophe sur son fauteuil en cuir et alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça c'est résolu quand même à partir du moment où il y a de la communication entre les deux. Donc symboliquement, ça va pas chercher très très loin, hein, mais c'est quand même deux mondes qui arrivent à communiquer. Enfin, c'est grâce à la communication qu'ils vont réussir à comprendre que c'est une attaque parce que les océans ont pris ce que nous on leur fait subir comme une attaque et ils nous ont attaqué en retour quoi. Donc ça pour le coup je trouve pas ça, c'est plus à mon avis comme tu disais, c'est sûrement dans le bouquin que c'est un peu plus profond, mais moi pour le coup c'est pas ce que j'ai trouvé le plus dérangeant à partir du moment où ça va communiquer, quoi qu'après ils leur mettent de la kétamine dedans, bon pourquoi. Il trouve une manière de combattre le mal, mais justement. Je sais pas. Mais la fin montre que c'est justement la symbiose des deux. Alors, la fin est pas très très réussie dans le sens où on voit pas du tout sur quoi ça ouvre, parce que ça, on dirait on se rassemble dans un même être humain. Mais du coup, qu'est-ce que ça règle ? Voilà. Justement, je crois que la question c'est pas de qu'est-ce que. Enfin, en fait, en l'occurrence, je trouve ça assez réaliste de dire que il n'y a pas de réponse définitive à cette question de aujourd'hui comment on fait pour en tant que civilisation avoir une attitude plus écologique, parce que évidemment que c'est pas en changeant une habitude parmi des milliers qu'on va réussir à inverser la tendance, c'est systémique, tu vois, et on nous le montre à plusieurs échelons de cette de la série avec des industriels, les scientifiques, des institutions, etc. Ça on nous le fait comprendre, et la fin c'est justement en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu, c'est la création d'un avatar qui va pouvoir communiquer avec les deux mondes en fait.
C'est ça qu'on nous fait comprendre. Oui, non, mais ça se tient. Et donc ça ouvre la porte effectivement, sans nous, là où justement on n'aurait pas pu, ça aurait été horrible, avoir une espèce de poignée de main entre la nature et les humains en mode c'est bon, on s'est compris. Là effectivement la paix n'est pas gagnée. Par contre, on a un début de compréhension des besoins de cette entité qui du coup d'ailleurs est revenue dans le monde suite à la fonte des glaces. Il y a tout un propos par rapport à ça, donc il y a aussi sûrement pour ça qu'il y a l'agressivité de cette créature, parce qu'elle a connu le monde tel qu'il était avant les humains, et elle a fait la différence avec le monde d'aujourd'hui, et elle a trouvé que c'était absolument horrible, quoi. Mais non, je trouve que c'était plutôt intelligent justement de pas avoir un point fermé totalement et de dire bah voilà, l'état des lieux il est là effectivement. Certes c'est un peu basique, mais soyons à l'écoute en fait, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un côté tout ça pour ça, quoi? C'est un peu ça. Non, mais je suis d'accord sur le fait que ça aurait dû intervenir peut-être 2, 3, 4 épisodes. Non, mais tout simplement un truc qui va prendre position. Je sais pas, Cyrielle, toi, t'as été satisfaite par cette fin? Qu'est-ce que t'en as pensé? Elle est très très ouverte. Ah oui. Elle est extrêmement ouverte. J'ai pensé intuitivement qu'il se gardait la possibilité, en fonction des chiffres, de produire une deuxième saison. Très clairement. En Allemagne, ça a cartonné. Ah ouais, il y a aussi une question de réception, et c'est aussi ce que tu soulevais tout à l'heure sur la problématique de coprod internationale avec une multiplicité de pays. En Allemagne, alors cartonné, il faudrait vérifier exactement les chiffres, mais j'entendais la production disait qu'effectivement la réception avait été extrêmement bonne. Okay. Qu'on était le deuxième crash test sur le territoire français, que ça passait plutôt bien et qu'on allait voir ce que ça allait donner en Italie. Mais que le public allemand a été extrêmement réceptif à cette esthétique et à ce propos, et qu'il y a peut-être une possibilité qu'ils finissent par mettre les sous sur la table pour aller plus loin. À mon avis, il y a probablement plus ou moins un problème d'écriture sur cette fin, c'est-à-dire que si on n'arrive jamais au déploiement de cette deuxième partie que pourrait être une deuxième saison, la fin soit extrêmement poétique, soit extrêmement frustrante. Et ce problème, c'est pour ça que je parle de problème d'écriture, c'est-à-dire que l'équilibre n'est pas complètement trouvé. Ah oui, pardon, c'était la même question peut-être? Non, par contre, je voyais Guillaume satisfait de cette réponse. Vraiment, Non, je pensais encore à un exemple, mais vous allez me dire n'importe quoi, ça n'a rien à voir parce qu'effectivement la qualité est tout autre, mais on est un peu face à une fin. Je ne sais pas si vous avez vu la série Watchmen, donc produite par HBO, disponible encore, je pense, sur OCS aujourd'hui, dont la fin est totalement ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on nous laisse vraiment sur la dernière seconde de la série sur le personnage principal qui peut-être a connu un changement majeur dans la personne qu'elle est, mais on ne saura jamais. Et il y aura je jamais ne tolérerai de suite. aucun spoil de Watchmen. Tu vois, je fais attention. Ici. Je fais attention. Et on n'aura jamais de fin parce que du coup, Damon Lindelof qui a fait la série a dit il y aura peut-être une autre série Watchmen, mais ce sera avec d'autres personnages, enfin peut-être même un autre showrunner, etc. Parce que moi j'ai raconté ce que j'avais à dire et oui, effectivement c'est le genre de fin où tu te dis j'aimerais tellement en savoir plus. Moi j'adore les fins ouvertes, hein. Mais justement là tu sens qu'il avait prévu cette fin. Il y a un twist dans Watchmen pour rien vous cacher, comme le sous-entendait Guillaume. Là il n'y a pas de twist, c'est plus à un moment donné c'est réglé, le problème est réglé, les icebergs se rendent chez eux. Non mais vraiment, en plus c'est quasiment ça quoi. Oui. Les icebergs, bon ok, on a bien réfléchi, on rentre à la casa et c'est la fin. Oui, non, mais il y a effectivement, comme disait Cyrielle, mais j'avais envie d'ouvrir. Alors déjà, est-ce qu'il y a Attends, je me permets juste de réagir par rapport à la question de la fin, si tu veux bien, par rapport à mon ressenti. Allez-y, Steven. Parce que moi, en ce qui me concerne, j'ai eu un peu l'impression d'avoir affaire à une petite paresse scénaristique quand même. Il ose. Il y a un peu oui, je me l'autorise parce que j'ai quand même un peu d'affection pour la série, donc qui aime bien tout ça. Et la sensation de m'être pris quand même un petit mur, mine de rien. C'est-à-dire que vraiment. Ouais, encore une fois, je crois que l'issue n'était pas bien préparée pour qu'on en arrive là. Voilà. Encore une fois, je pense que c'est mieux dans le bouquin. En tout cas, plus élaboré, quoi. Voilà. Je peux me permettre de dire une petite chose sur la fin? Oui. Ouais. Tu voyais sur moi. Sur toi, je peux te dire un truc, franchement. Je voulais te le dire depuis le début. Je t'écoute. Si je me laisse aller un peu extrapoler, c'est possible que j'extrapole aussi trop, mais l'interprétation du cinéma et de l'audiovisuel permet ça parfois de partir trop loin et tant pis. Mais c'est aussi possible que si cette série n'a jamais de deuxième saison, puisque effectivement le contrat de base était en théorie qu'il n'y en ait pas, il y a quand même cette fin très ouverte que je trouve bancale, je le maintiens, mais ouvre quand même aussi une question personnelle peut-être qui va avec ces schémas de sensibilisation écologique que chacun et chacune d'entre nous doit se poser. Moi je l'ai vraiment vu comme soit on est au début d'une attaque
C'est-à-dire que d'une prise de possession et de l'annihilation de l'humanité, entre guillemets, ça pourrait se développer sur cet axe-là, comme ça pourrait aller vers un schéma de symbiose, effectivement, d'un moment où il y aurait une communication interespèce qui se met en place. Et peut-être que, encore une fois, si je tire un peu de me dire, on arrive peut-être à une tentative scénaristique un petit peu à côté de ces pompes, mais de finir sur ces points d'interrogation, sur ce point d'interrogation-là. Qu'est-ce que nous, on a envie d'en faire ? Ok. Oui, c'est ça. Il y a l'élu. Et qu'est-ce que l'élu va faire ? Est-ce que ça va être l'annihilation de l'espèce humaine au profit des océans ou je sais pas. Je sais pas ce que Shatsing avait prévu dans son plan, mais c'est intéressant. Si on était nous du coup les showrunners de cette saison 2, effectivement, je serais plutôt dans la team symbiose, parce que justement, je trouve que ce qui est intéressant avec l'éco-fiction et ce qui est intéressant aujourd'hui à l'instant T où on est dans le monde, c'est d'utiliser aussi l'écologie comme un réservoir de possibles, quoi, et pas toujours comme un truc catastrophe où effectivement on se fait taper sur les doigts. Certes, à raison, mais aujourd'hui, les genres de l'imaginaire, ils doivent aussi se réapproprier ces questions-là pour justement nous emmener dans des lendemains un peu d'utopie, dans ces dystopies. On en a tout le tour du ventre, j'ai envie de dire, des dystopies aujourd'hui. Toutes les séries de ces 10 dernières années, c'est de la dystopie dans le genre de l'imaginaire. En tout cas, on en a eu beaucoup. Ça ferait du bien, en effet, d'avoir une série qui tout d'un coup voit le côté vert un peu à moitié plein et nous montre comment on construirait quelque chose avec une nature qu'on comprendrait mieux. Ça serait assez beau. J'allais poser la question, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans le public ? Des avis aussi. Alors ça, c'est intéressant, effectivement. Est-ce qu'il y a des... Parmi les gens... Pardon ? Alors là, si vous les avez... Est-ce que vous voulez que je vous confie... Ah non, c'est toi qui as le micro. Non, c'est toi. C'est nous qui avons le micro. Non, mais je sais pas. Seulement vous faire passer un micro. Parmi les gens qui ont vu la série, déjà, est-ce qu'il y a des gens qui veulent donner leur avis, tout simplement ? Et est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des réponses, du coup, on prend... Il n'y en a pas. Une fois, deux fois, bah écoutez, de toute façon... on a quelqu'un. C'est Steven lui-même qui vient vous amener le micro. Et j'ai la gueule de bois. Notez, Oui, parce qu'on vous a pas dit, hier c'était l'inauguration. Bonsoir, votre prénom ? Valentin, bonsoir Valentin. Tu as vu Abyss ? Je me permets de te tutoyer. Oui. Tu as vu Abyss ? Non, moi je l'ai pas vu. Je découvre aussi le podcast, donc j'irai. Ok. Ah bah alors là, mets 5 étoiles. J'espère qu'on t'a donné envie de voir la série. Bien sûr. On est pire en podcast, malheureusement. Donc vous avez un peu parlé du coup du cinéma international et du coup des grosses productions américaines qu'on voit généralement. Mais vous avez aussi parlé des productions européennes. Est-ce que vous auriez peut-être un exemple de la grammaire, on va dire, cinématographique européenne ? Quelque chose où on pourrait tous s'entendre autour de l'Europe un exemple, un parangon, un exemple qui serait parlant. Alors là, c'est une très bonne question. En SF fantastique, c'est très compliqué. Et j'ai presque envie de te... Alors, je me permets de répondre en premier, mais justement, moi j'aime quand c'est... J'aime presque plus quand c'est raté, mais que ça a une vraie identité, j'en parlais. Et alors, quand ça a une vraie identité et que c'est bien, c'est le top du top. Et on a parlé de Dark, justement, qui est allemand. Dark, ça parle de trucs ultra rincés. Enfin, je veux dire, voyage dans le temps. Non, mais comment ? Sur le papier, c'est du voyage dans le temps, c'est c'est Stranger Things avec un accent bavarois, quoi. Vraiment, j'exagère. Sur le papier. Mais quand vous regardez la série, première saison, déjà vous êtes par terre, vous êtes décroché la mâchoire de tous ces twists, et ça a une vraie identité malgré les sujets, c'est presque des poncifs, quoi. Franchement, nous qui parlons d'SF, sur le papier, j'insiste, c'est vraiment des poncifs, et pourtant, Jantje Friese et Baran Oda ont réussi à digérer ça et à le rendre hyper intéressant. Donc ça, c'est une très bonne question que pose Valentin. En SF et fantastique, est-ce que vous avez des exemples de trucs français où vraiment, je parlais du Visiteur du futur aussi quelque part, mais qui n'a malheureusement pas créé de petits. Seven. J'ai pas un exemple qui me vient spontanément à l'esprit. J'avais envie de réagir par rapport au principe de la grammaire du langage filmé qui n'appartient pas aux anglo-saxons ou en règle générale. C'est vraiment quelque chose d'absolument universel. C'est terrien. Le cinéma, même si on veut revenir historiquement à ses origines les plus éloignées, il restera finalement beaucoup plus européen qu'autre chose. Tu voulais parler sans doute d'une maîtrise du genre, peut-être, mais qui a aussi façonné notre manière de percevoir le genre. C'est ça qui est un petit peu délicat. C'est parce qu'on
qu'on a du mal aussi, il y a des formes de résistance un petit peu naturelles qu'on finit par développer par rapport à des films européens, voire par rapport à des films français, parce qu'on a l'impression d'une forme de décalage. On a la sensation d'être finalement en présence d'objets qui ne sont pas à leur place géographique. Ça, c'est très, très, très gênant. Très bon point, effectivement. Très délicat. Ouais. C'était juste ma réaction Ce par qui me rapport fait, à ça. parce que justement, on en parle souvent dans Spoilers, des exemples, encore une fois, dans la on dit SFF, pour faire simple, science-fiction fantastique. Et fantasy. Une série et fantasy, il y tient. Oui. Une série, on s'est Justine nous regarde tapé ah ouais. dessus chez Spoilers avec ça, c'est la révolution. Là, il y a Briac qui va rentrer à tout moment dans la pièce, la série, me ouais. suriner. La série sur Netflix. Parce La que moi, j'ai Révolution. été hyper indulgent avec la Révolution. Une saison, vous l'avez vu, la Révolution? Non, c'est bon, en gros Louis XVI. Oui, Louis XVI est un vampire, machin, ça part dans tous les sens. Mais ils osent énormément dans cette série. Alors le résultat est pas top, on va pas se mentir. Mais putain, qu'est-ce que j'ai aimé ça de voir, voilà, justement, on tente des trucs qui nous ressemblent que à la personne qui a l'écriture et qui a la réalisation. Et ça, moi, je serai toujours ultra indulgent avec ça, et malheureusement c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé dans Abyss. Cyrielle, il y a des exemples qui te viennent comme ça, un peu des... Non, il y a évidemment Dark, on est je suis tout à fait d'accord. L'Espagne, alors le problème est la qualité d'Abyss et cette dimension internationale, on l'a déjà évoqué. Ouais. Parce qu'effectivement en Allemagne on est capable de produire de la bonne série, en Espagne on est capable de produire de la bonne série, en Angleterre on est capable de le faire, en France on rame mais on va bien finir par réussir à sortir quelque chose. C'est clair. Non mais tu rigoles, mais moi je suis sûr... c'est Alors, on est dans la SFF, mais il y a Lupin qui s'est très très bien exporté à l'international, on l'oublie. Alors on n'est pas du tout dans les fonds marins ou quoi que ce soit, mais ouais, ça s'est très bien exporté quand même. Mais voilà, dans ce que tu disais. Ce que je voulais dire, à quel point j'ai été d'accord avec ce que Steven vient de dire. C'est quand même cool. Wow. Incroyable. Ça arrive pas souvent. Il y a vraiment un problème, enfin un problème, pas du tout. Il y a une interrogation sur le lexique visuel, le champ lexical visuel de la production dans le cinéma de genre. Et quand je dis cinéma de genre, effectivement, on repart fantastique, science-fiction, SF, tout ce qui est censé être un peu en décalage par rapport au drame social et à l'intime dit plus classique. On est très très empreint de cette esthétique, de cette interprétation aussi pour les acteurs et les actrices. Il y a un jeu anglo-saxon, il y a un jeu français. On est très 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 imprégné par cette histoire, de la façon dont on raconte des histoires et dont on filme des histoires fantastiques, étranges et insolites dans le monde anglo-saxon et particulièrement aux États-Unis. Parce qu'ils sont devenus les maîtres de la production de ces genres cinématographiques-là. Conclusion, on a vraiment du mal. En France, je ne vais pas parler pour tous les pays européens parce que je ne suis pas si sûre que ça, pour les autres, mais en tout cas en France, on a ce défaut quand on essaye de faire du cinéma de genre, on essaye de faire souvent à la manière d'eux, parce qu'on a la sensation que le public attend ça. Qu'on arrive à faire un Game of Thrones en Europe, qu'on arrive à faire ce genre de production. Et on arrivera, je pense, prophète, attention, on arrivera à faire, je pense, quelque chose de bon, du début à la fin, quand on arrivera à proposer quelque chose autre, effectivement une grammaire cinématographique ou audiovisuelle, peu importe, qui puisse être française, qui puisse être étrange en décalage et qui puisse être fantastique dans les réels, dans la SF, peu importe, et qui ne soit pas une tentative d'aller nous caresser dans le sens du poil pour nous proposer une imagerie à la Game of Thrones. Mais je me permets de réagir aussi. Bien sûr. Moi, je pense effectivement qu'on n'est plus... Enfin, progressivement, il y a quand même il y a des frémissements quand même dans la production française qui laissent entendre qu'on commence à savoir s'approprier le genre. Et on le voit notamment en court-métrage. Si tu veux, effectivement, Voilà, à travers les cours qui sont proposés, on voit bien qu'on n'est plus dans une régurgitation bête et méchante. Finalement, il y a une forme de griffe qui vient signer les sujets qui nous sont proposés. On va y arriver. Mais déjà, le réflexe, c'est de dire il nous faudrait faire un Game of Thrones à la française. Mais déjà, on est en train de dire c'est une forme déjà de soumission et de défaite quand on s'exprime de la sorte. C'est ça qui est absolument terrible. Et c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Non, mais je pense qu'on est tous assez d'accord. Ça va passer avant tout, selon moi, par avoir les propres codes et plaire peut-être déjà à un public français. Une série qui va mettre tout le monde d'accord en France aura plus de chances d'exporter et c'est déjà très compliqué. En fait, on est un public, on m'en parlait aussi d'Europe et tout ça, mais en France, on est un public aussi assez paradoxal et assez compliqué dans le sens où il y a deux séries, j'allais dire très grandes séries, aïe, vous allez voir ce que je vais dire. Il y a deux séries qui ont très très bien marché en France et qui sont du genre, c'est évidemment Kaamelott et
Joséphine Ange Gardien. Joséphine Ange Gardien, c'est la série la plus regardée à la télévision, celle qui fait C'est de les la meilleures, hard SF, hein. Joséphine Ange meilleures Gardien. audiences. Il y a des gens qui s'en vont. Hein. Voyage dans Je m'en le fous. temps. Un Voyage jour, on dans fera le une temps et émission compagnie, sur non, Joséphine Ange Gardien. Joséphine Ange Gardien, c'est du genre, je suis désolé. Et en fait, on a en France une production de genre, toutes les empreintes digitales et une boîte de production française. Regardez, allez sur leur site, regardez ce qu'ils produisent. Ils produisent à 80% du genre sur toutes les plateformes. Il y en a sur Netflix, sur Disney+, etc. En France, on produit du genre dans la BD, mais laissez tomber le matériel qu'on a. Et en fait, j'ai l'impression Dans que la littérature, on ne hein, sait tout pas, simplement, hein. et dans la littérature, on ne sait pas se l'approprier. Et en fait, là où on voit que HBO signe, je crois, Iglesias, donc sur Alex la Zayed, série, Trenta Monedas, qui est une série qui se base sur le folklore espagnol, mais qui est complètement barge, mais pour le coup, qui a ce que tu disais, c'est-à-dire vraiment là où justement on parle d'une vraie identité, c'est une série qui n'aurait pas pu se faire ailleurs qu'en Espagne, tellement c'est ancré dans justement toutes les Petit village espagnol. tous les mythes, voilà, encore une fois le folklore, et la série a ses défauts, mais elle est vraiment voilà. Et en France, j'ai l'impression qu'on a du mal à faire ça. Et quand on essaye, en général, ça prend un peu une tôle. Je pense pour le côté cinéma, parce que j'étais plus jeune et moi j'ai adoré, c'était le Pacte des loups. À l'époque, le Pacte des loups, les gens se sont dit ouais, enfin voilà quoi, c'est genre c'est un truc pour les adolescents parce qu'à un moment donné ils se battent avec des épées faites en os et tout, alors que c'était justement une appropriation du genre avec les codes historiques et le folklore français quoi. Et là c'est en série. Donc, et on en parle. plus, donc là ça va être encore plus. Je crois qu'il y a les hauts d'Hurlevent, non pas les hauts d'Hurlevent, n'importe quoi. De Damasio. La horde du contrevent. La horde les hauts d'Hurlevent. qui c'est dans les cartons apparemment pour être adapté, etc. Donc pour le coup je suis assez optimiste. Il y avait une question ? Non, simplement, c'était pour savoir s'il n'y avait pas une question de budget aussi. Oui. Ça je réponds que c'est encore une fois la grammaire, etc. Tu parlais de Kaamelott, la saison 1, c'est des plans fixes, c'est des acteurs dont vous avez jamais entendu parler. Le premier guest qui arrive dans Kaamelott, c'est Yvan Le Bolloc, mauvais exemple, mais bon, c'est pas non plus Robert De Niro, quoi. La saison 1 n'a pas coûté si cher que ça, et ce qui a coûté cher, c'est pas ce qu'on croit. Non, c'est pas le budget, pour moi, c'est l'étape d'avant, quoi. La révolution, encore une fois, il y a eu du budget. Tu fais pas un truc comme ça. Aujourd'hui, on commence à faire des séries qui ont quand même un petit peu d'ambition. Je pense notamment à Vortex récemment, qui a été aussi diffusée, qui est donc une série SF avec le côté enquête policière, mais qui, en termes de matériel de production, on va dire, est vraiment ancré dans la modernité, puisqu'on va avoir ce grand mur de LED qui permet de recréer tout un tas de décors, comme le font aujourd'hui, comme l'ont fait les Allemands avec les créateurs de Dark avec leur dernière série, comme le font les Américains avec les séries Disney+, type Mandalorian ou etc. On a quand même aujourd'hui les moyens techniques aussi de mettre en lumière notre imaginaire, mais effectivement, c'est pas ce qui intéresse. J'ai l'impression que la patte aussi qu'on cherche par rapport au truc européen, c'est une patte qui est beaucoup sur les personnages, l'humain et les rapports un peu familiaux qu'il y a entre eux, quoi. Et Cyril, je pense que tu voulais dire quelque chose. Et là est la force des productions françaises aussi, c'est que derrière tu mets de la SF par-dessus et puis ou du fantastique, etc. Et je pense que par exemple il y a un milieu dans l'horreur aussi en France qui est quand même vachement développé parce que tu mets un zombie et ça devient un truc fantastique, mais le zombie c'est un prétexte pour parler derrière, comme tu disais, des rapports humains, etc. et pour partir derrière dans l'étrange justement. Steven, on va terminer avec toi. Oui, juste pour réagir par rapport à ça, il y a, selon moi, je m'écarte un petit peu de la question strictement sérielle, mais il y a Alexandre Aja qui était parvenu à faire un Haute Tension, qui était un film gore, entre épouvante, gore et horreur, tout ce qu'on voudra, qui était extrêmement convaincant, et pourtant son sujet était parfaitement ancré dans une campagne quasi mayonnaise, c'est dire si je vais loin. Et donc c'est dire que ça passe quand même par une affaire de regard, ça passe par une affaire de sensibilité, indéniablement, une intelligence de l'image aussi, quoi, qui se retraduit comme ça. Clair. Et de l'écriture. C'est ce que je disais. Et le film, j'ai pas le nez dans le registre, mais c'est pas un film qui a coûté cher. Du tout. C'est Philippe Naon, je crois, le grand méchant, donc vraiment Absolument. Pas quelqu'un, encore une fois, pas De Niro, très bon acteur, attention, mais pas De Niro, mais le personnage principal à l'époque a été inconnu, donc non, mais encore une fois, on va finir là-dessus, mais est-ce que le public derrière va être présent dans les salles pour voir voilà, c'est une autre histoire. En tout cas,
Merci beaucoup. On espère que vous allez être dans les salles toute cette semaine pour aller voir, tu disais, de l'insolite, de l'étrange, du fantastique, de l'horreur. Voilà, vraiment, là-dedans, si vous voulez de la créativité, des pays du monde entier. Moi, écoutez-moi bien, ça fait 10 ans que j'ai ici, j'ai tout vu. Un mec qui chasse des sirènes, j'ai vu un prêtre qui donne naissance à Satan. Enfin, vraiment. Ah ouais, non, mais vraiment, j'en ai des rêves plein la tête quand je rentre chez moi, je fais des belles nuits. Et c'est chez nous qu'on voit les réalisateurs et réalisatrices françaises, européennes qui vont nous sortir la série extraordinaire de demain. C'est ça. Vous avez eu déjà des gens derrière qui ont fait des longs, beaucoup, évidemment. Bien sûr. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Cyrielle, merci Steven, merci à vous qui êtes venus nous écouter pendant cette heure. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est très gentil, c'était un plaisir. Je suis convaincu qu'on vous a donné envie, là vous n'avez qu'une hâte, c'est rentrer chez vous et regarder Abyss, vous le mettre plateau télé. On rappelle que le livre est disponible juste derrière vous, voilà, pour les gens qui sont arrivés entre cours. Par contre le bouquin, pour le coup, ça donne envie d'aller se plonger. On peut commencer par ça. Se plonger, Guillaume, dans le bouquin. Bien sûr. Guillaume, dis-moi, merci déjà pour cet échange. Incroyable. Qu'est-ce que tu fais demain soir, toi Écoute, je crois que demain soir, je suis en ta compagnie, et en la compagnie de Briac qui n'est pas là aujourd'hui et de Justine, les deux autres larrons de notre podcast, pour une émission en direct sur Internet et dans le cadre de Court-Métrange, où on va justement continuer un petit peu cette discussion. Et on a été chercher, puisque c'est compliqué de trouver des séries qui parlent d'eau à 100% comme le fait Abyss, on a été plutôt chercher des épisodes dans certaines séries connues, X-Files, Doctor Who, j'en passe et des meilleurs, qui ont traité de l'eau, voilà, comme un antagoniste, comme quelque chose d'incroyable, comme voilà, un ressort scénaristique. Et on en parlera demain en live sur Twitch. Très bonne matière première. Venez, twitch.tv/aïe aïe aïe, je me suis trop avancé, je ne l'ai pas. Spoilers tiré du underscore live. Spoilers live tout simplement. Et si vous voulez nous soutenir, si ce que vous avez entendu vous intéresse, dites-vous qu'il y a pas moins de 3 saisons de dispo, tout plein d'épisodes, tout plein de watchlist. On parle de vos séries préférées, j'en suis sûr. Donc n'hésitez pas à aller écouter tout ça. Et si vous voulez nous soutenir, évidemment vous connaissez les partages sur les réseaux sociaux et les petites étoiles sur les applis de podcast. C'est vraiment pour vous, c'est l'affaire de quelques secondes, 4 secondes. Et nous, c'est le plus gros soutien presque que vous pouvez nous accorder, en plus de votre oreille attentive comme aujourd'hui. Merci encore et puis amusez-vous bien, Court-Métrange. Merci Salut. à vous. Merci Spoilers.